rappelle que en décembre, j'étais à Dakar avec Jocelyne Saucier. On était dans une tournée autour de la francophonie à l'occasion du 10e anniversaire de Senghor. On a fait un certain nombre de villes comme Joal, comme Saint-Louis, Dakar et Djilor, et aussi donc on est dans cette espèce de mondialité, on est dans cette espèce de circulation en fait de l'œuvre et des auteurs à travers le monde en sillonnant le monde avec une parole assez ouverte. En fait, moi, ce que je peux dire de Québec pour recentrer un petit peu le débat sur Québec-Haïti, c'est que le Québec m'a appris ce que c'est que la diversité, pour employer un terme qui s'en tient. Donc, le Québec m'a mis dans une relation beaucoup plus ouverte au monde. Parce que trop souvent, par réflexe nationaliste, on croit qu'il y a des vérités qui seraient essentiellement haïtiennes. Si une vérité est essentiellement haïtienne, ce n'est pas une vérité. Une vérité est une vérité qui est fondamentale, qui est vraie pour un Haïtien, il est aussi vrai pour un Québécois, pour un Sénégalais, pour un Français. Donc il n'y a pas une essence en fait haïtienne, il y a un certain nombre de manières, il y a une vision qui pourrait être haïtienne, mais l'essence humaine, elle est telle, quelle que soit nos différences de vie. Donc c'est pourquoi moi, dans mon travail, ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler les continents. Et dans mon dernier livre, récitatif et au pays des ondes, donc il y a un texte, il y a toute une partie qui s'appelle pour rassembler les continents. Donc ce qui est fondamental, c'est d'aménager les ponts entre les humains pour éviter que les malentendus, ce qu'on appelle les problèmes, pour les repousser, pour repousser nos fantômes et nos fantasmes, pour mettre à nu la vérité humaine. Je pense que c'est il y a un travail de dévoilement qu'opère la poésie, et dans l'édition, c'est toujours le même mouvement, le mouvement de recentrage sur l'humain, en évitant les contextes. Parce que trop souvent, on priorise les contextes, que ce soit le contexte africain, que ce soit le contexte amérindien. Et récemment, avant de venir ici, je disais à des amis amérindiens, cessez d'être amérindiens, regardez le monde et habitez le monde. Je pense qu'il faut développer une relation beaucoup plus ouverte au monde. Et c'est bien regarder peut-être que ce qui se passe en littérature dans le monde, aujourd'hui sur la planète, peut-être que ça se passe en Haïti. C'est une belle leçon de retournement des choses. Terre de sévices, terre, on dit Haïti, le pays le plus dégradé au monde, etc. Et voilà qu'il y a une leçon d'humanité. Il y a un regard sur le monde, pas seulement sur Haïti. Et de quel lieu ce regard se tisse? Ce regard s'articule du lieu d'Haïti. Je pense que les lieux nous permettent simplement d'être ensemble. Ce qu'il faut travailler, ce sur quoi il faut travailler, c'est sur un vivre ensemble, c'est sur la manière d'établir une relation qui nous permet de nous regarder l'un l'autre, de nous toucher et peut-être même de nous aimer. Merci. Vous parlez de la francophonie d'Amérique. C'est un thème qui m'est très cher en tant que québécoise, c'est bien sûr, mais je regarde tout ce que peut être la francophonie d'Amérique, de l'hémisphère américain. Je remarque que Haïti est le seul, avec la Guyane française, je crois bien, est le seul pays qui a une indépendance politique et tous les autres communautés francophones. Haïti, il y a d'autres pays qui ont une indépendance politique. La Guyane française n'est pas. Donc Haïti est le seul pays de l'hémisphère américain qui est pour l'indépendance politique. Le Québec a bien voulu l'avoir, mais il y a d'autres communautés que dont j'aimerais vous parler parce que ça existe aussi des communautés francophones. On connaît la communauté louisianaise, il y a aussi la communauté acadienne, il y a les communautés du Nord, de l'Ontario. Ce sont et puis ils ont des maisons d'édition, ils ont aussi des écrivains, et on les sent bien souvent en position de combat, comme l'a été la littérature québécoise dans les années 70, quand c'était le combat pour la survie de la culture, la langue.
elle n'est plus, je dirais que bon, la langue au Québec n'a plus la même, elle n'est plus autant en péril, comme elle n'est pas ici en péril non plus. Mais je remarque que la littérature, bon, il y a des ponts importants qui ont été faits entre Haïti et Québec, probablement à cause de l'importance de la communauté haïtienne à Montréal. Je dis Montréal parce qu'elle est principalement située à Montréal. Elle ne va pas dans les régions, ou rarement. Mais probablement, les ponts ont été faits entre Haïti et Québec, mais les ponts ne sont pas faits ailleurs, avec les autres communautés francophones de l'hémisphère américain. Et c'est dommage, parce que, bon, c'est bien sûr que chacun parle de sa propre réalité, on est là pour ça. Et puis, on a des choses à s'échanger sur la sensibilité, mais sur cette langue-là, on travaille tout le monde à notre façon. Bon, si je regarde de l'influence du créole, l'importance du créole, on a chacun, bon, une façon d'adapter la langue dans notre vie de tous les jours. Les Québécois ont eu le choix, puis on a tenté de le mettre par écrit, on a tenté d'en faire des pièces de théâtre aussi, du roman, mais ça n'a pas duré. Mais il y a aussi les autres communautés francophones qui font la même démarche, je pense. Bon, il y a le Brayon, il y a le Chiac aussi au Nouveau-Brunswick. Chacun y va avec son langage, sa façon de s'approprier le langage. D'ailleurs, on dit même qu'il y en reste des choses dans la littérature québécoise, c'est la langue que les Québécois font soigner la langue. Donc, c'est ça, j'aimerais qu'on partage ces différentes expériences de la langue française dans l'hémisphère américain. Bonjour. Il y a plein de choses, il y a trop de sujets, je pense, dans ce que viennent de dire mes deux amis ici à côté de moi. Personnellement, j'ai toujours pensé, si on parle de ce rapport à la fois aux Amériques et à la langue, qu'il y a des grands oublis historiques. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire au jeu de l'histoire, il y a une centaine d'années, avec 200, disons 200, pour faire le lien facile entre la révolution d'Haïti et un autre événement lié à Napoléon en 1803, donc un an avant qu'il se fasse battre par vous. Napoléon a vendu la Louisiane aux États-Unis pour $1 symbolique. La Louisiane, à l'époque, c'était un pays français qui partait de la Nouvelle-Orléans et qui se rendait jusque Saint-Louis, tout le long de la vallée du Mississippi. Il y avait le territoire français ou francophone, même si le mot n'existait pas au début du 19e siècle. Le mot francophone, n'oublions pas, c'est le mot qui a remplacé le mot colonie dans nos vocabulaires. Donc la francophonie, en Amérique, il y a 200 ans, c'était un territoire absolument immense. Un territoire qui comprenait tout le Canada et toute la vallée du Mississippi du nord au sud. La ville de Saint-Louis au Missouri était une ville francophone il y a 100 ans. Jack Kerouac, ce grand écrivain du mythe américain, n'a jamais parlé aucune autre langue avec sa mère que le français. Jack Kerouac était un francophone d'Amérique. Il se disait lui-même un Canuck, c'est-à-dire un Canadien français dans la langue des Franco-Américains. Alors oui, il y a une énorme importance de cette langue sur ce continent, mais non, ça ne va pas bien. On a perdu énormément de territoire dans l'histoire, et si ça continue à aller dans ce sens-là, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants auront un vague souvenir de la langue que parlaient leurs aïeux. Alors qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Oui, on doit se serrer les coudes. Oui, il y a un seul pays francophone indépendant dans les Amériques. Maintenant, il faut travailler ensemble. C'est ce que je retiens du discours de mes deux amis ici. Il y a une idée de l'ensemble qu'il faut absolument se mettre dans le crâne. C'est pas une question de territoire Haïti-Québec, c'est une question de l'Amérique au complet. Et il y a effectivement des francophones sur tout ce continent-là, et le français sur ce continent-là est la première langue qui a réuni le continent. C'est-à-dire que les Français qui sont arrivés en Amérique les premiers, c'est-à-dire en Nouvelle-France, là d'où on vient, se sont très bien entendus plutôt avec les Autochtones, avec les Amérindiens qui étaient là. Au début, il y avait une vraie relation, et c'est la langue française qui a réuni toutes ces petites nations qui ne se parlaient jamais avant l'arrivée des Français. Les Français étaient déjà des diplomates du point de vue de l'Union
qu'ont pu avoir les peuples autochtones à l'arrivée des Français. Après, ça a été le bordel. Quand les Anglais se sont arrivés chez nous, quand les Espagnols sont venus, quand les guerres se sont mis, quand les Européens sont venus se servir des Amérindiens pour servir leur guerre, qui étaient des guerres d'intérêt et de commerce, tout ça s'est divisé. Maintenant, je pense qu'aux yeux de l'histoire, on a une tâche, c'est celle de vivre ensemble et de parler ensemble. On a droit à nos créoles, à nos patois. Je m'amuse énormément chaque fois que je vais en France à m'arranger pour qu'ils ne me comprennent pas. Ça me fait rire quand je parle ma langue qui n'est pas du français, qui est du québécois, et qui ne me comprennent pas et qui me disent « mais quelle langue vous parlez ?» Et je leur dis « mais c'est une langue qui a la même grammaire que la vôtre. » À la différence de votre créole, qui n'a pas la même grammaire que le français, le québécois utilise la grammaire française et s'amuse à inventer des mots, à conjuguer, à créer des verbes avec des noms et à en faire n'importe quoi. Et ça, c'est un vrai plaisir que de s'amuser avec la langue comme ça. La dernière fois que je suis venu en Haïti, il y a 4 ans, j'avais fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je m'étais promis à moi-même que quand je reviendrai en Haïti, je parlerai créole. Je suis revenu en Haïti et je ne parle pas créole. Alors, je vous refais une autre promesse. Je ne sais pas quand je vais revenir en Haïti, mais la prochaine fois que je viens en Haïti, je parle créole. Voilà. Chose promise, chose due. C'est pas difficile de parler créole. Je voulais vous aider, alors je vous donne ça en cadeau. Oui, avant de passer le micro à la salle, on va un petit peu les faire parler encore, juste pour vous permettre de penser à vos questions. Ce qui est intéressant chez nos différents panélistes, chez Whitney d'abord, Whitney a toujours voulu justement cette ouverture au monde. D'ailleurs, je vais vous lire un extrait de son récitatif au Pays des Ombres. Il dit: face à la mer, peut-être que je n'existe pas. J'existe dans la parenthèse de la peur d'être cette parole contrariée quand le soleil tend ses bras. Je deviens un grain de poussière, je deviens une chose mortelle, un homme entre les hommes. Le petit matin rejoignant des îles, une faille entre les failles, une pierre dans une maison de pierre, une feuille tombée entre les feuilles qui tombent, une mouche dans la charogne du jour, une abeille dans l'espérance de la ruche. C'est selon le jour, c'est selon l'heure, c'est selon le vent. Donc voilà un poète justement qui se méfie d'une identité unique et qui croit justement dans la multiplicité, dans la diversité. Et je pense aussi qu'il y a dans cette... Si Rodney est capable de cette diversité, c'est parce qu'il est capable aussi de s'ancrer. Haïti Kabela, ça a été une initiative justement qui est partie de lui et qui est justement cette idée de ne jamais oublier le pays, mais ce pays il l'emporte avec lui et ce pays il le découvre aussi dans ses rencontres à Montréal. Jocelyne, que j'ai lu récemment dans Il pleuvait des oiseaux, m'a fait retourner un petit peu à l'enfance pendant un petit temps, a fait rêver à travers sa description des forêts, le Grand Nord canadien, une histoire de trappeurs, de lacs, d'aventuriers, de gens qui ont tourné dos au monde et qui ont décidé de vivre en forêt et de réinventer le monde, et des gens qui nous parlent de la mort avec toute une approche philosophique nouvelle, qui parlent de la mort non pas comme quelque chose de fatal, mais comme quelque chose qu'ils apprivoisent. Et puis il y a Michel Bourlinger, je ne sais pas si je peux dire ce mot pour toi Michel, qui a vraiment traversé l'Amérique et qui a traîné sa bosse partout. Et Michel justement qui a été un petit peu partout pour essayer d'enrichir cette littérature et qui refuse le confort, qui refuse justement l'immobilisme. Et c'est lui qui nous a apporté justement ce Zone 5 que j'ai eu l'occasion de lire et qui raconte cette histoire de grande expropriation. Michel s'est révélé un maître de la littérature d'anticipation quelque part, mais j'ai l'impression que c'est pas tellement loin de nous ce que tu racontes, Michel. Alors maintenant on va passer la parole au public.